peut passer notre temps à taper sur le modèle de gouvernance de la Russie, mais s'il y a un sujet sur lequel les autorités du pays sont performantes, c'est bien l'énergie. La Russie regorge de ressources naturelles qui lui confèrent un énorme avantage concurrentiel. L'Allemagne, qui est pourtant la 4e économie mondiale, l'un des pôles de l'industrie automobile, mécanique, chimique et électrique, le berceau de Volkswagen et de Siemens, des décennies durant, elle avait un sérieux problème de dépendance au gaz russe, une énergie abondante et bon marché. Alors, avec le début de la guerre en Ukraine, l'Allemagne, mais aussi les autres pays européens, ont dû repenser leur filière d'approvisionnement énergétique, conscients de la vulnérabilité qu'ils avaient eux-mêmes construite. Or, le cas allemand est très particulier parce que Berlin a abandonné l'énergie nucléaire après la catastrophe de Fukushima en 2011 et que le pays refuse de revenir sur sa décision. Bon, c'est assez hypocrite parce que l'Allemagne continue malgré tout d'acheter de l'électricité produite en France dans des centrales nucléaires. Mais bon, tant qu'elle n'est pas produite sur le territoire allemand, il n'y a pas de problème. Bref, c'était en avril 2023 que les 3 dernières centrales nucléaires allemandes cessaient leur activité et fermaient leurs portes. Plein d'experts considéraient qu'en plein refroidissement des relations avec la Russie et l'arrêt de l'approvisionnement en gaz naturel, ça revenait à se tirer une balle dans le pied. Selon eux, il fallait maintenir les centrales ouvertes. Sauf qu'à ce petit jeu, la Russie, elle aurait quand même gagné. La Russie possède pas moins de 37 réacteurs nucléaires, faisant d'elle le 4e parc nucléaire au monde. Ceci dit, dans le domaine du combustible nucléaire, la Russie domine largement le game. Alors oui, les mines d'uranium en Russie ne représentent que 5% de la production mondiale. Mais en ce qui concerne le processus de conversion de l'uranium, la société d'État Rosatom pèse pas moins de 27% de l'activité mondiale. Et ça monte jusqu'à 46% si on se concentre sur ses capacités d'enrichissement. D'ailleurs, on t'en parle beaucoup plus en détail dans cette vidéo qu'on a sorti en début d'année. En gros, on t'y explique les raisons pour lesquelles l'Occident n'impose quasiment aucune sanction à la Société nationale russe de l'énergie atomique. D'ailleurs, si ce genre de vidéo te plaît, pense à t'abonner, à liker, à activer la petite cloche et à partager, ça nous aide beaucoup. Donc, de la même manière que l'Occident a cherché à diversifier son approvisionnement en gaz naturel et qu'il a trouvé sa salvation dans le GNL, le gaz naturel liquéfié, il existe une alternative au combustible nucléaire russe. Et cet avantage, on le connaît et l'Élysée a bien l'intention de le cultiver pour en faire un atout majeur. Malheureusement, ça fait à peu près 15 ans que le nucléaire français est en crise et qu'on est en permanence en train d'éteindre des incendies. Et le dernier en date, on l'avait pas vu venir. Le coup d'État au Niger suscite des inquiétudes quant à la dépendance de la France et de l'UE à l'uranium. Le Niger était considéré par beaucoup comme la dernière démocratie au Sahel. Le président Bazoum était vu par la France comme un allié important dans la lutte contre le djihadisme dans la région. Mais avec la nouvelle junte militaire au Niger, ça risque de se compliquer. La rhétorique anticoloniale des militaires nigériens rend la France coupable de tous les maux du continent et l'accuse d'ingérence dans ses affaires intérieures. Donc, comment est-ce que le putsch au Niger va affecter la stratégie française pour devenir le numéro 1 mondial du combustible nucléaire? Et cette stratégie, en quoi consiste-t-elle exactement? La Russie va-t-elle être bannie du marché de l'uranium enrichi? On t'explique tout et on commence par le chapitre Histoire. L'uranium des colonies. C'était en 73, il y a tout juste 50 ans. La première crise pétrolière éclatait. Le prix du jus de dinosaure avait quadruplé en quelques semaines seulement du fait d'un ralentissement d'une baisse volontaire de la production des pétromonarchies du Golfe. À l'époque, la majeure partie de l'électricité française était produite dans des centrales thermiques. Et pourtant, la France était quasiment dépourvue de gisements de pétrole. Les toutes nouvelles centrales nucléaires françaises, celles de première génération, ne fournissaient que 5% de l'électricité. Cette crise a alors poussé le gouvernement du président Georges Pompidou a adopté en 1974 le plan Mesmer, du nom du Premier ministre. Un plan qui visait à faire de la France une puissance nucléaire civile pour cesser de dépendre des importations de pétrole et ne plus s'exposer ainsi à des risques énergétiques. Du jour au lendemain, la France s'est mise à bâtir des dizaines de centrales nucléaires qui, aujourd'hui, sont encore presque toutes en activité. Le seul élément qui lui restait à résoudre, c'était la question du combustible nucléaire, l'uranium enrichi. Et le commissariat à l'énergie atomique, il savait déjà où en trouver. Les mines de Sommer et de Cominac sont depuis des décennies deux des plus grandes mines d'uranium au monde. En fait, c'est en 1957 que la France a découvert de l'uranium au Niger. Donc, quand le pays africain est devenu indépendant en 1960, Paris a obtenu des garanties par le biais d'un traité qu'elle aurait toujours un accès prioritaire aux ressources naturelles du Niger. C'est ce qui marque le démarrage à la fin des 60s, début des 70s, de l'exploitation à grande échelle des mines d'uranium au Niger.
Et comme ils étaient en terrain conquis, les industriels français ont répliqué les mêmes pratiques auxquelles ils avaient déjà recours au Gabon. En fait, depuis 1960, la France exploitait la mine gabonaise de Mounana. À la fin des années 60, des prélèvements ont été réalisés sur les mineurs. On détecta qu'ils présentaient des niveaux anormalement élevés d'exposition aux rayons gamma et alpha. Or, la mise à jour des protocoles pour se protéger contre la radioactivité était si coûteuse que les autorités françaises ont préféré rehausser par écrit le seuil d'exposition maximale au rayonnement. Elles l'ont pas juste tweaké un peu, elles l'ont carrément triplé. En fait, le gouvernement français, il était très pragmatique. En vrai, c'est pour pas dire cynique. En gros, si les mines dans les anciennes colonies étaient si pratiques, si peu chères, c'est parce que les entreprises minières n'accordaient pas la même valeur aux travailleurs des colonies qu'aux mineurs français. Donc la sécurité était moindre et les salaires inférieurs. Alors pour reprendre la rhétorique franco-nationaliste qui cherche à justifier le temps des colonies en expliquant que ça a largement profité aux pays colonisés, sachez que les traités d'exploitation étaient beaucoup plus avantageux pour la France qu'ils ne l'étaient pour le Niger. En fait, durant des décennies, les sociétés minières françaises ne payaient que 5,5% d'impôts sur leurs revenus tirés de l'extraction d'uranium au Niger. Au Canada et au Kazakhstan, la société d'État Orano, l'ex-Areva, y extrait de l'uranium depuis la fin des années 90. Et là-bas, les royalties que l'État français devait verser aux pays partenaires étaient respectivement de 13 et 18,5%. C'est ce qui explique la disparité entre les pays fournisseurs d'uranium au niveau de leur production et les revenus qu'ils en tirent. Pas ouf pour le Niger, hein. En 2015, alors qu'il fournissait 28% de l'uranium à Areva, il pesait que 7% des paiements de l'entreprise française à ses fournisseurs. Le Kazakhstan, c'est que 9 points de plus de production et pourtant le pays reçoit 67% de plus en paiement pour son uranium. Alors, en 2014, le Niger avait négocié un nouvel accord avec Areva pour passer de 5,5% à environ 12% de royalties, sous réserve que certaines conditions fixées au préalable soient respectées. Parmi celles-ci, il y avait notamment la question de la rentabilité de l'activité minière et de la stabilité du cours de l'uranium. Bon, depuis, les conditions se sont légèrement améliorées, mais l'écart entre le Niger et la France est toujours à l'avantage de la dernière. Et puis, on ne peut pas ignorer que le Niger est l'un des pays les plus pauvres au monde, et la malédiction des matières premières enfonce encore plus le pays. Alors même si l'expression peut vous paraître saugrenue, elle désigne un phénomène théorisé par des économistes pour décrire les pays qui ont plein de ressources naturelles, mais qui n'arrivent pas à s'extraire du piège de la dette. En fait, ils pourraient, mais les bénéfices tirés de l'extraction de ces matières premières sont en fait empochés par une classe politique corrompue. En 1974, coup d'état du lieutenant-colonel Seyni Kounché. Il restera président jusqu'en 1987. Seyni, il considérait qu'en tant que chef d'état, il était en droit de réclamer des pots de vin, genre 30% de tous les revenus tirés de l'extraction de l'uranium, rien que pour lui, en plus des 30% pour l'état nigérien à l'époque. Et puis, Kounché voulait aussi se charger de la distribution de l'uranium nigérien sur les marchés internationaux. Et parmi ses clients, l'Irak de Saddam Hussein, la Libye de Kadhafi, le Pakistan, etc. etc. D'ailleurs, Kounché lui-même aurait un jour dit « Nous vendrons même de l'uranium au diable s'il le faut ». Donc maintenant qu'on a fait le tour du propriétaire, revenons au temps présent. On serait tenté de croire, et c'est bien normal vu par exemple l'ordre d'expulsion de l'ambassadeur de France au Niger, que la junte militaire voudrait aussi dégager Orano du pays. La France perdrait alors une grosse partie de son approvisionnement en uranium. Ce serait d'autant plus dramatique que dans le mix énergétique français, le nucléaire pèse tout de même plus de 60% de la production d'électricité. Donc sans uranium nigérien, la France, elle est dans le mal. Mais pas tant que ça en fait. Et ouais, contrairement à l'Allemagne qui s'est bien plantée en devenant complètement dépendante du gaz russe, la France, elle, avait anticipé la question de la diversification de ses approvisionnements. Sur les 88 200 tonnes d'uranium naturel importées par la France cette dernière décennie, ses trois principaux fournisseurs sont le Kazakhstan, 27%, le Niger, 20% et l'Ouzbékistan, 19%. Les importations en provenance d'Australie et de Namibie représentent quant à elles 14% chacune. Bref, l'uranium nigérien n'a jamais pesé, pas même une seule année, plus de 35% des importations françaises.
Et c'est pareil pour Areva/Orano qui lui aussi a anticipé la nécessité de diversifier ses fournisseurs. En 2010, le Niger assurait les 2/3 des livraisons d'uranium pour le géant français du nucléaire. Mais depuis la fermeture de la mine de Cominac en 2021, le Niger ne représente plus qu'1/3 de l'uranium pris en charge par Orano. Donc en tout et pour tout. Alors qu'il était autrefois crucial dans notre mix énergétique, le Niger ne pèse plus que 20% de l'uranium que l'on importe. C'est à la fois beaucoup, mais aussi considérablement moins que les décennies précédentes. Le gaz russe, c'est 60% des importations énergétiques allemandes, voire 90% ou plus pour les pays de l'Europe de l'Est, comme par exemple la République tchèque. Si le Niger décide d'interrompre ses livraisons d'uranium, la France saura rebondir. Attention, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas un impact sur notre sécurité énergétique, doublé d'un coût économique important. Et puis, ce sera un revers important pour la stratégie française visant à proposer une alternative crédible à la Russie sur le marché international du combustible nucléaire. On t'explique. Un marché dominé par la Russie. Pour produire de l'électricité, les centrales électriques à cycle combiné utilisent du gaz naturel comme combustible. Et les centrales nucléaires aussi ont besoin de leur propre combustible pour produire de l'énergie. Le processus le plus courant, c'est la fission nucléaire. Et pour ce faire, on a besoin d'un élément fissile. C'est là que l'uranium entre en jeu. Aujourd'hui, tout comme il faut raffiner le pétrole pour obtenir des carburants comme l'essence ou le diesel, il faut enrichir l'uranium pour pouvoir l'utiliser comme combustible nucléaire. D'ailleurs, c'est le même processus pour développer les bombes atomiques. Le seul truc qui change, c'est le niveau d'enrichissement nécessaire. Regardez. À son état naturel, l'uranium est composé à 99,3% d'isotopes non fissiles d'uranium-238. La partie fissile, les isotopes de l'uranium-235, elles ne représentent que 0,7% de l'ensemble. Alors, on peut enrichir l'uranium pour faire passer cette proportion à 3 à 5%, le seuil pour produire de l'électricité dans les centrales nucléaires. Jusqu'à 20% d'uranium enrichi, on parle d'applications pour la recherche et les traitements médicaux. En fait, certains isotopes radioactifs sont très utile pour le diagnostic de divers cancers. Par contre, pour fabriquer la bombe atomique, il est indispensable de dépasser le seuil d'enrichissement de 90% de l'uranium. Ce fameux seuil dont les Iraniens se rapprochent toujours plus dans leur quête de l'arme nucléaire et que les Israéliens surveillent histoire d'attaquer avant que les Iraniens parviennent à le dépasser. Justement, elle est là la clé de la domination russe du marché international du combustible nucléaire. Traditionnellement, il existe deux méthodes pour enrichir l'uranium. La première, celle que privilégie l'Occident, c'est la diffusion gazeuse. Cette méthode est la plus simple mais aussi la plus coûteuse parce qu'elle requiert beaucoup d'énergie. De combien d'énergie on parle pour que vous ayez une idée? En 79, la France a ouvert une usine d'enrichissement Eurodif à Tricastin qui consommait annuellement 15 TWh. C'est à peu près ce qu'il faut pour alimenter l'éclairage public de Paris pendant un siècle entier. Cette usine, Eurodif, s'appelle aussi Georges Bess, en l'honneur du PDG de plusieurs entreprises publiques, dont Eurodif, mais aussi de la Cogema, l'ancêtre d'Areva, et de Renault. Il avait fini par être assassiné par un commando d'extrême gauche en 1986. Bref, l'usine Georges Bess a tourné durant plus de 3 décennies. L'enrichissement d'uranium est si énergivore qu'il a englouti environ 4% de toute la production électrique de la France. L'enrichissement d'uranium est si énergivore qu'il a englouti environ 4% de toute la production électrique de la France sur une année. Même qu'au plus fort de la guerre froide, les États-Unis ont consommé plus de 7% de toute leur production électrique pour enrichir son uranium, à la fois pour un usage civil et militaire. Donc voilà, c'était la diffusion gazeuse, la méthode préférée des Occidentaux. De l'autre côté du rideau de fer, comment est-ce qu'ils faisaient? Mais heureusement pour nous, le programme nucléaire soviétique n'avait aucun secret pour les Occidentaux, on savait tout de leurs missiles et de leur énergie. En fait, l'URSS a construit pas moins de 30 réacteurs nucléaires, mais qui tournaient grâce à du combustible qui était fabriqué différemment. En fait, pour enrichir l'uranium, l'Union soviétique a tenté une approche un peu plus complexe, la centrifugation. Alors, elle a un avantage clair, elle consomme 50 fois moins d'énergie que la diffusion gazeuse. C'est pourquoi on trouve ce genre de gros titres dans la presse. Poutine vend toujours près d'1 milliard de dollars de combustible nucléaire aux États-Unis. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée en 91, les États-Unis et la toute jeune Fédération de Russie ont passé un accord, le programme mégatonne à mégawatt.
En fait, en démantelant leur arsenal nucléaire, les Russes récupèrent l'uranium hautement enrichi sur leurs anciennes ogives nucléaires soviétiques pour le convertir en uranium faiblement enrichi. Ensuite, cet uranium, il est expédié aux États-Unis pour être utilisé dans des centrales nucléaires à usage civil. En plus du fait de l'écart des prix, forcément que les entreprises nucléaires occidentales se sont empressées d'acheter leur combustible à moindre coût à la Russie. Mais en privilégiant une ressource bon marché plus compétitive que son équivalent occidental, les entreprises occidentales ont par la même occasion sabordé leur propre filière. Elles ont cessé de chercher des moyens d'innover et donc de devenir plus compétitives. La technique de diffusion gazeuse pour enrichir l'uranium en est restée à son stade primaire de développement. Voilà pourquoi la Russie domine aujourd'hui le marché du combustible nucléaire. Du coup, quand Poutine décide de créer Rosatom en 2007, la société d'État est directement propulsée à la première place de cette industrie très compétitive. Sa domination est si écrasante, si absolue que même en temps de guerre, la compagnie russe demeure incontournable, au point qu'elle parvient même à passer au travers des mailles du filet des sanctions occidentales. La pression monte sur l'UE pour qu'elle sanctionne Rosatom dans le cadre du prochain paquet de sanctions contre la Russie. Ni Bruxelles ni Washington n'ont osé sanctionner Rosatom pour garantir leur approvisionnement en combustible nucléaire. En fait, ça fait des années que les États-Unis ont arrêté d'enrichir de l'uranium. Environ un tiers du combustible nucléaire qu'ils utilisent aujourd'hui est importé de Russie. En ces temps présents, la facture de ces importations s'élève tous les ans à environ 1 milliard de dollars. Donc, en pleine guerre russo-ukrainienne, après la première vague de sanctions contre le pétrole et le gaz naturel russe, mais aussi contre des banques et des milliers d'entreprises, il est temps de chercher une alternative à la Russie pour se fournir en combustible nucléaire. Et c'est là que la France entre en jeu. Le nucléaire made in France. En ce moment même, on compte pas moins de 59 réacteurs nucléaires dans le monde entier. Dans les années à venir, on devrait doubler pour atteindre les 111. Et on prévoit déjà d'en construire 321 supplémentaires. Près de la moitié, 40% pour être plus précis, vont être construits en Chine populaire. Mais d'autres puissances, comme la Russie ou l'Inde, ont aussi fait le pari du tout nucléaire. Pareil aux USA, où plein de projets de relance de l'industrie sont en train de voir le jour. L'Europe non plus n'est pas laissée pour compte. Avant même la guerre en Ukraine, la France avait déjà annoncé qu'elle souhaitait construire 6 nouveaux réacteurs. Outre l'Hexagone, il y a aussi le Royaume-Uni, la Pologne, les Pays-Bas, la Slovénie, la Slovaquie, la République tchèque, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, l'Estonie et la Lituanie qui ont annoncé le développement d'une filière nationale du nucléaire. Donc aujourd'hui, on n'est pas à l'abri que d'autres pays européens prennent l'initiative et décident de rejoindre ce club très exclusif. Le Parlement européen approuve un label vert pour les investissements dans le gaz et le nucléaire. Alors, le débat du caractère écologique ou non du nucléaire, il fait toujours rage. Mais s'il y a une chose sur laquelle on s'accorde tous, c'est que la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique et pour la préservation de l'environnement requièrent des investissements très importants. Il faut trouver une manière de réduire nos émissions de gaz à effet de serre tout en préservant notre qualité et notre confort de vie. C'est la seule manière de convaincre le plus grand nombre d'adhérer à un tel projet de société. Et c'est pour cette raison que Bruxelles considère que la combinaison des énergies renouvelables et du nucléaire est tout à fait compatible avec ce projet. On vous en avait déjà parlé dans plusieurs vidéos, notamment celle-ci. Les SMR, les petits réacteurs modulaires, devraient complètement révolutionner l'avenir de l'énergie verte. Ils sont moins encombrants, plus faciles et rapides à construire et ils sont moins coûteux. Et en plus, ils dégagent de l'hydrogène qu'on peut ensuite récupérer pour l'utiliser comme carburant sans émissions de gaz à effet de serre. Bref, c'est pour toutes ces raisons que les pays européens ont décidé de redonner une chance à l'énergie atomique. Ils doivent donc lancer ou relancer leur programme nucléaire, construire des centrales et surtout se fournir en combustible nucléaire. Ceci dit, quasiment toutes les ex-républiques soviétiques de l'Europe de l'Est ont hérité de centrales nucléaires soviétiques du même type que celle de Tchernobyl. Bref, pour arriver à se fournir en combustible nucléaire, il faudra d'une part intensifier la production des mines d'uranium et de l'autre augmenter notre propre capacité d'enrichissement. Et c'est là que la France peut jouer un rôle de premier plan. Et les autorités compétentes, elles le savent, elles bossent déjà sur le sujet. La France envisage une nouvelle usine d'uranium pour réduire la dépendance de l'Occident à l'égard de la Russie. D'après un porte-parole d'Orano, le groupe, il est en train d'évaluer deux options. Soit construire une usine d'enrichissement aux USA, soit augmenter de 50% la capacité de production de l'usine Georges Best 2. Cette seconde option est la plus probable parce qu'elle est la plus rapide à mettre en place. Opérationnelle depuis 2011, elle enrichit l'uranium non pas par diffusion gazeuse, mais par centrifugation, la même technique que les Russes. Cet uranium enrichi, il est mesuré en UT,
UTS pour unité de travail de séparation. Donc, dans son usine Georges Besse 2, la France enrichit 7 500 000 UTS par an. Une augmentation de 50%, c'est en fin de course 11 millions d'UTS. Or, les centrales nucléaires françaises n'ont actuellement que environ 6 500 000 UTS. Il y aurait un gap de 4 500 000 UTS produits en trop. Donc, ces 6,5 millions d'UTS qu'Orano produit pour les besoins domestiques correspond à environ 8 000 tonnes d'uranium naturel. Si le site de Tricastin voulait passer à 11 millions d'UTS, la France devrait alors importer 13 000 tonnes d'uranium tous les ans. Et c'est là que ça coince avec le Niger. On l'a compris, la France surproduit des UTS, environ 1 million de trop, qu'elle exporte évidemment. Donc pour sa consommation domestique, elle pourrait se passer de ce qu'elle importe annuellement du Niger. Orano devra se fournir ailleurs pour compenser, mais ça se trouve. Par contre, si la France veut devenir un exportateur majeur de combustible nucléaire et proposer une alternative crédible à la Russie, elle ne pourra pas faire sans l'uranium nigérien. Emmanuel Macron et ses conseillers le savent et ils bûchent pour trouver une solution au problème nigérien. L'uranium de la Mongolie intéresse la France. Le président et la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna se sont tous les deux rendus en décalé en Mongolie pour manifester leur intérêt envers les mines d'uranium et de lithium mongoles. La France prévoit d'y investir 1 milliard d'euros. Autant vous dire qu'ils ont été accueillis très chaleureusement à Oulan-Bator. Certains parlent même de la France comme le troisième voisin de la Mongolie, un pays enclavé et pris en sandwich entre la Russie et la Chine. Et on s'attend d'ailleurs à ce qu'un accord très important soit annoncé bientôt. Ça veut pas dire que la France se désintéresse du Niger pour autant. Surtout que si la Russie consolide son influence dans le Sahel, elle pourrait très bien se substituer à la France et lui piquer son fournisseur d'uranium. Ce qui lui permettrait d'ailleurs de maintenir l'écart de production entre Rosatom et Orano. Et ce faisant, la Russie renforcerait aussi sa position dominante sur le marché du combustible nucléaire. Si les pays du monde entier, y compris de l'Occident, continuent de miser sur l'énergie nucléaire, alors ça deviendra très difficile d'isoler Moscou et donc de fragiliser Poutine et le Kremlin. Et puis, en dépendant d'un seul fournisseur, ça accentuerait les liens de dépendance et donc les risques de sécurité énergétique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que cette vidéo t'a plu. Maintenant, c'est à ton tour de te prononcer entre la France et la Russie. Qui va remporter la bataille de l'uranium? Est-ce qu'en misant tout sur l'énergie nucléaire civile, est-ce qu'on serait pas en train de se tirer une balle dans le pied? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires, lâche un like et abonne-toi et à très bientôt pour plus d'actu internationales. Tchuss!